Le saviez-vous? Avec ou sans ordonnance, plus de 4 millions de Français consomment des médicaments au quotidien, pouvant ainsi engendrer une dépendance. Un adolescent sur 4 a déjà pris un médicament psychotrope à des fins non médicales dans l'intention d'en ressentir les effets psychoactifs. À cela s'ajoutent nos mauvaises habitudes ou comportements addictifs du quotidien. Le café clope, le verre de trop, la tentation d'aller plus loin, un soir pour essayer avec les potes. Voici quelques chiffres pour illustrer tout ça. Près d'un jeune sur 2 consomme de l'alcool toutes les semaines. Près d'un jeune sur 2 a déjà fumé du cannabis. Vous aussi, vous en avez déjà fait les frais, non? Addiction illégale ou légale, elles sont tout aussi dangereuses et peuvent avoir des conséquences dans votre vie et votre entourage. Ne l'oubliez pas. Je m'appelle Keia, j'ai 22 ans. Je voulais vous parler de mon addiction au proto, du coup. Avec ça, le schéma habituel dans nos soirées, c'était on souffle, on relâche, on souffle, on relâche. Concernant les effets, ça dure pas des heures, c'est vraiment juste quelques secondes. Et on pouvait faire durer le temps qu'on voulait le ballon, jusqu'à ce que celui-ci se dégonfle ou que la personne tombe à terre, malheureusement. Un jour, il m'est arrivé que je suis tombée dans les pommes à cause de ça. Et ça a duré 1 heure ou 2, je savais plus comment je m'appelais, mais vraiment pas du tout, quoi. J'avais aucune idée de qui j'étais. Et pendant 1 heure ou 2, c'est comme ça. Et j'ai cherché dans mes poches, dans ma veste, partout. Et j'ai trouvé mes papiers d'identité. Et c'est seulement en regardant ma carte, du coup, que je me suis souvenue de qui j'étais. Mais j'avais complètement oublié, quoi. Sur le coup, c'est vraiment quelque chose qui fait flipper. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans. Je suis addict à la codéine depuis maintenant 7 ans. J'aimerais m'en sortir, je prends jusqu'à 5 à 6 boîtes par jour, voire même plus. J'ai décidé d'arrêter, mon sevrage a commencé depuis hier, j'en suis à mon 2e jour. J'ai arrêté brutalement, mais je vous raconte pas les effets négatifs d'un arrêt brutal. Je me bats contre moi-même et je me dis je peux le faire, je peux y arriver, c'est très dur. Les effets secondaires sont très durs à supporter. Ici, c'est un peu à l'image de toutes les CJC au niveau national, c'est-à-dire qu'on est une équipe pluridisciplinaire. Moi, je suis psychologue, j'ai des collègues éducateurs, infirmiers, médecins, assistants sociaux. Et on va proposer, selon les besoins du jeune, un accompagnement, on va dire, ciblé. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est d'évaluer avec lui ses consommations et l'impact que ça a sur sa vie. On a des personnes qui viennent et qui nous disent voilà, je consomme, mais c'est pas tous les jours et c'est pas forcément toutes les semaines. Donc, je suis pas dépendant. Mais la question, elle se pose autrement. C'est-à-dire, plus que la question de la fréquence, c'est la question de pourquoi, quelle est la fonction du produit. C'est-à-dire, comment et pourquoi j'utilise cette chose. Dans quel but? Est-ce que ça a un but de soutien émotionnel, psychique, ou est-ce qu'on est plus dans quelque chose d'un usage récréatif, convivial? Voilà, c'est une évaluation aussi, ça qu'on peut faire ensemble, de comment j'utilise ce produit et surtout quelle place il prend pour moi, quelle est la fonction de ce produit. Donc la fréquence, finalement, elle n'a pas grand-chose à voir avec la dépendance. Souvent, la personne, le jeune qui vient, il est fortement encouragé par ses parents ou l'entourage ou les établissements scolaires, donc on prend tout ça en compte. L'idée que peut-être que pour lui, il n'y a rien de problématique. Et parfois, c'est le cas. Donc, parfois, l'entourage s'inquiète et on est dans des usages simples. Mais ça, c'est à déterminer avec le jeune, la personne en question. Déjà, la première étape, c'est de repérer où on prend du plaisir. S'apercevoir qu'on a un désir un peu compulsif de faire certaines choses, c'est le départ, le démarrage. Parce que la compulsion, là, ce plaisir, ce désir très fort, souvent, il vient court-circuiter la raison. Et c'est pour ça que c'est difficile de travailler sur les choses aussi. C'est qu'on est sur quelque chose plus de l'ordre de l'affect, du besoin affect,
du besoin de la jouissance, du plaisir, du désir. Et quand les personnes commencent à plus prendre de plaisir du tout, c'est beaucoup plus facile de travailler sur la dépendance. Parce que là, il y a beaucoup moins de bénéfices à l'usage. Tant qu'il y a du plaisir, c'est compliqué de le travailler parce que les personnes ont un bénéfice secondaire qui les satisfait beaucoup. Il y a beaucoup de produits licites, notamment dans notre pays, qui provoquent des addictions, qui peuvent rendre dépendants. J'en vois deux grands, qui sont deux produits qui font d'ailleurs le plus de dommages dans notre pays, c'est l'alcool et le tabac. Voilà, on est sur des drogues licites, mais qui peuvent avoir des conséquences à la fois psychiques, sociales et somatiques très dommageables. Je m'appelle Peter et j'ai 20 ans. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai commencé à fumer des joints. J'étais en soirée d'anniversaire et on m'a tendu un joint. Et du coup, j'ai pris et j'ai fumé. Et depuis, j'ai jamais décroché. Il y a aussi l'alcool. Voilà. Ça, c'était un peu plus tard. C'est un peu plus tardif, mais j'ai commencé à l'âge de mes 17 ans. Mes potes, du coup, boivent. Et même, au début, c'était un peu compliqué parce que moi, je ne buvais pas. Et du coup, d'aller en soirée où il y a toutes les personnes qui boivent et tout ça, je te dis, bon, t'es pas dans le même état que eux, donc je te dis, bon, mais allez, on va boire. Et j'ai jamais arrêté, quoi. Et ça, c'est tous les jours, aussi. Le truc, c'est que voilà, après de pinte, directement, on se sent plus fort, on se sent plus à l'aise pour faire des débats, on est moins timide, du moins. Mais ça me plaît, mais d'un côté, j'aimerais aussi trouver un moyen d'arrêter. Et du coup, là, c'est assez compliqué et je veux trouver vraiment une solution pour en mettre fin. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 25 ans. Je vais vous parler d'une amie qui a commencé à fumer à 14 ans. Au début, elle voulait juste essayer, mais la première clope, elle était tellement dégueulasse, elle avait la tête qui tourne. Mais ça l'a tellement détendue par la suite qu'elle a voulu réessayer. Aujourd'hui, ça l'aide à être moins stressée. Pratiquement tous les jours, elle fume un paquet. Et voire une clope toutes les 20 à 10 minutes. En soirée, c'est encore pire parce que du coup, elle a une clope à la main. Avec son entourage, ça l'aide pas. Elle fume encore exagéré. Et moi, j'aimerais l'aider à réduire ou à arrêter la cigarette. L'idée de la consultation jeune consommateur aussi, peut-être que c'est bien de le préciser parce que c'est un des effets, c'est-à-dire que la personne, le jeune, il n'est pas forcément conscient qu'il y a des soucis ou que la consommation peut être problématique. Ça va, on va dire, se concrétiser plus tard, ou pas d'ailleurs, et tant mieux si c'est le cas. Mais l'idée, c'est qu'ils prennent un ancrage quelque part avec quelqu'un, avec des personnes référentes pour lui. Et donc, il y retournera plus facilement. Donc, une fois qu'il a passé la porte ici, il sait que si dans quelques années, adulte ou pas, ou des proches rencontrent des problèmes, il sait à qui s'adresser et la démarche, elle est moins difficile que la première démarche. Il y a quelque chose de familier après qui s'installe ici avec nous et qui permet d'y revenir. Voilà. Et effectivement, on a des jeunes qui reviennent adultes parce qu'ils ont des difficultés personnelles à certains moments. Et on a aussi des jeunes qu'on recroise ou qui nous disent qu'ils vont bien. Et ça, c'est chouette. Je m'appelle Alexandre, j'ai 25 ans et je suis venu ici pour vous parler de mes addictions aux jeux vidéo. Tout a commencé à 12 ans, quand j'ai eu mon premier PC fixe. Puis, à 13 ans, quand j'ai joué à mon premier jeu en ligne, League of Legends. C'était trop bien. Je pouvais y passer des nuits blanches entières sans m'arrêter. Mais je me douchais que 2 fois par semaine. Je mangeais pas du tout équilibré. Ma chambre était un taudis. Et je sortais que très peu. J'étais pas du tout sociable. Quand ma mère me demandait de la ranger, donc une fois tous les 6 mois, je faisais une crise et j'étais ingérable, voire insupportable. De la 6e jusqu'à la 3e, j'avais que des mauvaises notes. Au lycée, d'ailleurs je ne sais toujours pas comment je suis arrivé là-bas, j'ai fait un CAP, mais j'ai aussi connu des amis qui m'ont aidé à être moins addict aux jeux vidéo. Et à la fin,
J'ai eu mon CAP. D'ailleurs, j'en suis très fier. À l'heure actuelle, je joue toujours, mais je contrôle le temps que je joue. Genre par exemple, quand on se retrouve avec mes amis, quand quelqu'un va se coucher à 1h du matin, tout le monde suce. Je suis beaucoup plus social qu'avant, et ça, c'est vraiment agréable. Je m'appelle Marilou, j'ai 18 ans et je ne peux pas me passer de mon téléphone. J'ai eu mon premier téléphone à l'âge de 12 ans et depuis ce jour-là, il m'a jamais quitté. Je passe énormément de temps dessus à regarder mes réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, TikTok par exemple, pour faire passer le temps. Et il y a quelques jours, j'ai oublié mon téléphone pour aller faire les courses et ça a été catastrophique. J'étais totalement perdue et sans aucun repère et j'ai complètement craqué dans le supermarché. Et j'aimerais vraiment savoir comment je peux ralentir mon addiction à mon téléphone. Pour moi, ce qui fait qu'une addiction est une addiction, c'est pas la fréquence sur laquelle on va sur un écran ou quoi que ce soit. C'est est-ce que ce que je fais m'apporte du bonheur. En fait, la grande différence entre une passion et une addiction, pour moi, c'est le plaisir et le bonheur, en fait. Et souvent, en fait, quand vous pouvez remarquer, c'est que quand on parle d'addiction, c'est automatiquement qu'il y a une forme de souffrance. C'est-à-dire une souffrance, que ça peut être intérieure, une souffrance personnelle, mais aussi une souffrance par rapport à l'entourage. Et c'est souvent l'entourage qui vont le percevoir. On va mettre en place des stratagèmes, en fait, malgré soi, pour pouvoir y revenir. Un peu comme vraiment un drogue dure, j'ai envie de dire. Donc, on va mettre en place surtout, par exemple, des mensonges. On va dissimuler, on va essayer de partir plutôt d'une soirée, alors qu'on est avec des amis, on s'entend bien, et puis hop, on a ce côté compulsif, malgré soi, on est connecté avec plein de gens, mais en fait, on s'isole. En fait, un réseau social, ça peut être très intéressant parce que ça peut être utilisé pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger, pour avoir une vraie interaction avec des personnes. Mais souvent, à ce que j'ai pu remarquer, le fait de scroller, c'est d'avoir un côté extrêmement passif par rapport à nos applications, par rapport à ces choses-là. On le sort et c'est juste parce que notre cerveau, à un moment donné, il a besoin d'être stimulé. En fait, on ne supporte plus d'être dans un moment d'attente ou de ne rien faire. YouTube est en train de reprendre exactement les mêmes codes que l'on peut voir sur Instagram, c'est-à-dire de faire des vidéos de plus en plus courtes, des contenus en fait qu'on va oublier, qui vont durer même pas une minute en fait, et qu'on va oublier tout de suite après. Par contre, notre cerveau va recevoir notre dose de dopamine et hop, on va passer à une autre en fait. Et plus ça avance, et plus ces instants en fait vont être réduits afin de nous envoyer des petits shots à chaque fois. Et en fait, dans le jeu vidéo, on se retrouve avec ces mêmes choses-là. Les jeux massivement multijoueurs, en fait, ça devient aussi, comme je vous disais, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le jeu, même si vous vous déconnectez, ça continue, en fait, sans vous. Et du coup, en fait, on peut avoir cette impression de louper quelque chose. Et cette frustration de louper quelque chose va nous pousser justement à revenir sur le jeu. Fortnite, par exemple, eux, ils ont trouvé un système qui est assez incroyable. Le jeu est gratuit. Donc vous pouvez le télécharger et y jouer complètement gratuitement. Leur système en fait vient de quoi ? Vient juste de que vous pouvez juste customiser votre personnage. C'est-à-dire que vous pouvez payer pour avoir un équipement. Il ne vous rendra pas plus fort et seulement il vous démarquera. Et en plus ils font des événements, des choses comme ça. Donc on a des événements qui vont passer avec des équipements que l'on aura, mais que l'on n'aura plus après cet événement. Donc on a envie de les avoir. Tous ces systèmes-là. Il faut savoir aussi que Fortnite, ils ont utilisé beaucoup sur la psychologie. Ils travaillent énormément. C'est des gens qui sont payés pour ça, pour travailler sur la psychologie, pour rendre le jeu le plus addictif possible. C'est-à-dire qu'on est sur quand on crée un jeu, il y a quand même un département dans le jeu qui est là pour dire comment on peut le rendre le plus addictif possible pour que vous puissiez le rester le plus longtemps possible. On le voit bien sur les applications mobiles. C'est-à-dire des jeux mobiles, en fait, on va ouvrir des coffres. Déjà, tous les jours, il faut ouvrir son coffre. Puis on a des récompenses quotidiennes si on y va tous les jours. Et plus on y va tous les jours, et même des récompenses. Et en fait, toutes ces micro-récompenses vont vous apporter une forme de plaisir, de bonheur qui va être instantané. Et du coup, on ne vous décrochez pas.
et vous surtout, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner. On recherche une sorte d'excitation que l'on ne peut pas retrouver dans la vie de tous les jours. En fait, le truc, c'est que actuellement, on est tellement... Le monde est un peu effrayant, hein, en fait. Hein, si on regarde les informations et tout comme ça, en fait, on n'a presque pas envie on n'a pas envie de vivre des aventures dans ce monde-là. Bien alors, ça nous fait tellement peur hein, de vivre des aventures. Parce que ça nous implique personnellement. Quand vous êtes dans un jeu vidéo ou dans un monde virtuel, tu peux être confronté à des sensations extrêmement fortes, hein, comme défendre quelque chose, ou bien se battre, ou je sais pas quoi. Mais et le truc, c'est que tu es sauvegardé parce que ton intégrité n'est pas atteinte quand même. C'est le jeu de ton personnage. Donc, on va toujours aller chercher une sorte d'expérience excitante dans ce monde-là. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Oui. Pour moi, la principale chose qu'il va falloir faire, c'est en prendre conscience. C'est prendre conscience que à quel moment est-ce que je prends vraiment du plaisir quand je le fais? Parce que là, mon cerveau me dit oui, mais sur du long terme. En fait, il faut souvent penser sur du long terme. Moi, j'ai fait des retraites hein, dans le silence, sans téléphone, pendant 10 jours. Je peux dire qu'au début, c'est très, très bizarre, en fait, hein, de se retrouver vraiment confronté dans un monde où on n'a plus aucun stimuli. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur quoi tu peux... on reprend un petit peu le goût aux aliments, à regarder les choses, hein, et même à s'ennuyer. Et en fait, votre cerveau, il a besoin de ces moments-là, en fait, de s'ennuyer pour pouvoir peut-être faire le point sur soi. Et souvent, le téléphone, les écrans, c'est justement pour éviter de se remettre en question. Et le problème, c'est que on perd beaucoup de goût à la vie réelle, alors que la vie, elle est belle. On avait débuté avec l'alcool tout à l'heure, si tu veux. Oui. Après, C'est ton rame, ça, d'une fois que tu prends le tarif. c'est leur arme. Mais vous savez que c'est trop cher de fumer. Ça Ouais. coûte combien? C'est bon. Mais 10 clopes par jour pour voir. C'est déjà pas mal. 1800 balles par an. Oh, Pardon? cher de ouf. Plus de détruire notre santé, ça coûte très cher. Imagine avec l'alcool, les jeux vidéo en ligne, plus le shit. Ça fait beaucoup. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, hein. Donc l'alcool, le shit, les jeux vidéo et les cigarettes, hein, ça fait à peu près 10 000 euros par an, C'est ça. approximativement. Et toi, tu ferais quoi avec cet argent? Manger équilibré. S'habiller. Passer sans permis. Acheter une voiture. Payer ton loyer. Voyager.